Bonjour, vous êtes sur la chaîne I Can Do et je suis Pixis, auteur du blog dont vous avez le lien en dessous de la vidéo. Aujourd'hui, on va mettre en pratique un buffer overflow. Si vous ne savez pas ce que c'est qu'un buffer overflow, je vous invite à aller voir l'article qui est dans mon blog dont le lien est en dessous de la vidéo. Alors pour un buffer overflow, il faut quoi? Il faut d'abord un programme vulnérable. Nous allons donc écrire ici un programme vulnérable. C'est un programme tout simple qui va demander une entrée utilisateur et qui va afficher à l'écran « Bonjour » suivi de l'entrée d'utilisateur. Cependant, comme vous pouvez le voir, vous pouvez mettre pause sur la vidéo afin de bien étudier le programme. Il n'y a aucune vérification sur l'entrée de l'utilisateur, notamment sur sa taille. Et dans la fonction vuln à la deuxième ligne, nous copions l'entrée de l'utilisateur dans un buffer de 32 caractères. Évidemment, si on dépasse, il va y avoir des problèmes. Dans le cadre de cette exploitation, nous n'activerons pas l'ASLR. L'ASLR, c'est Address Space Layout Randomization. C'est une protection qui permet de rendre aléatoires certains espaces d'adressage lorsque le binaire est mappé en mémoire. Nous savons si cette protection est activée si la variable située dans Randomize VA Space est à 1 ou 2. Dans notre cas, comme vous pouvez le voir, elle est bien à 0. Ensuite, nous compilons notre binaire avec les flags nécessaires pour supprimer les protections qui sont de base sur les OS récents. Notamment, il n'y aura pas de canary et la stack va être exécutable. Maintenant, si nous exécutons notre programme sans lui donner d'argument, vous voyez bien qu'il faut l'utiliser avec un nom. Donnons-lui alors mon nom, bofpixis. Le programme fonctionne comme attendu. Une petite vérification quand même, est-ce que la stack est bien exécutable sur notre binaire? Avec la commande readelf-l sur notre binaire, nous voyons bien que GNUstack possède le flag E pour exécutable. Maintenant, essayons d'exécuter notre binaire avec un long argument. Segmentation fault. Voilà, nous avons crashé le binaire avec un buffer overflow. Alors, c'est bien beau un segmentation fault, mais maintenant, il faut l'exploiter. Et pour cela, on va utiliser GDB. GDB, c'est le debugger de GNU Linux. Lançons GDB sur notre binaire. Maintenant, on va lancer le programme. On ne va plus écrire une infinité de A comme on a fait juste précédemment. On va utiliser Perl pour pouvoir automatiser ce processus. Avec Perl, on va écrire 100 A et on va les envoyer au binaire. En utilisant la commande R, une abréviation pour run, voilà ce que ça donne. Le binaire a tenté d'accéder à l'adresse 41 41 41 41, qui est en fait le code ASCII pour AAAA. Évidemment, cette adresse n'est pas valide, donc le programme plante. Maintenant, on peut désassembler le code de la fonction main ainsi que le code de la fonction vulnérable, vuln, et on va essayer de comprendre pourquoi le binaire a planté, où il a planté et comment l'exploiter. Pour cela, on place un breakpoint à l'entrée de la fonction, au niveau du push EBP, qui est le prologue de la fonction, et nous allons également mettre un breakpoint sur le call du strcopy. Ainsi, on pourra voir les arguments qui sont passés au strcopy et notamment l'emplacement du buffer. Maintenant, nous relançons le binaire avec nos 100A et nous breakons à l'entrée de la fonction vuln. En breakant cet endroit, nous sommes capables de voir où est enregistrée la sauvegarde de EIP sur la pile. Parce que je vous rappelle que lorsqu'on appelle une fonction, ici la fonction vuln, lorsque la fonction se termine, il faut bien retrouver le flux d'exécution avant l'appel de cette fonction. Pour cela, l'adresse qui suivait le call a été poussée sur la pile. Ici, cette adresse est située sur la pile à FFFFD15C et l'adresse sauvegardée vaut 56 55 56 63. Regardez, vous pouvez vérifier, à cette adresse, il y a 4 instructions: add, move, LEA et pop. Et pour nous en convaincre, regardez dans le disas de la fonction main, juste après le call de la fonction vulnérable, nous avons bien le add, le move, le LEA et le pop. C'est donc la suite d'instructions qui suit l'appel à la fonction vuln. Voilà, donc nous avons la sauvegarde de EIP
et nous avons son emplacement sur la pile. Maintenant, si nous continuons le programme et que nous arrivons à l'appel de strcopy, nous pouvons dumper les arguments, c'est-à-dire afficher les arguments du programme. strcopy prend deux arguments. Un premier qui est le buffer à laquelle il va copier les octets que nous lui envoyons dans le deuxième paramètre. Ici, le premier argument est ffffd130. C'est donc l'adresse du buffer dans lequel vont être enregistrés les caractères que nous lui passons en paramètre. Ici, la lettre A que nous avons répétée 100 fois. Nous avons donc l'adresse du début du buffer et nous avons également l'adresse de la sauvegarde de EIP. Si nous voulons écraser la sauvegarde de EIP, il suffit de faire la différence entre ces deux adresses, ici 44 caractères, pour atteindre cette sauvegarde de EIP, afin de l'écraser avec les caractères de notre choix. Alors ici, nous allons remplir le buffer avec 44A, et ensuite écrire ABCD pour écraser la sauvegarde du buffer. Et, comme prévu, le programme segfault à 41, 42, 43, 44, je le dis dans cet ordre parce que nous sommes en Little Endian, je vous invite à aller regarder sur Wikipédia, ce qui fait que nous contrôlons le flux d'exécution, nous pouvons lui donner l'adresse que nous voulons, et le programme va exécuter ou tenter d'exécuter les instructions situées à l'adresse que nous lui fournissons. Dans cette optique, nous allons non plus remplir le buffer avec seulement des A, mais avec une suite d'instructions valides, suite d'instructions qui a pour but d'exécuter un shell. On appelle cette suite d'instructions un shellcode. Il en existe différents types, pour lancer un shell, pour changer des droits, pour ouvrir une connexion vers un port, pour écouter sur un port, etc., etc. Ici, comme nous sommes en local, nous allons seulement exécuter un shell. Cette suite d'instructions fait 23 caractères. Nous allons donc écrire ce shellcode, puis écrire le caractère 9.0, qui est en fait l'instruction nope, no operation, suffisamment de fois pour pouvoir remplir les 44 caractères que nous avions prévus au début, et l'adresse que nous contrôlons ici ABCD. Nous vérifions que nous avons bien fait nos calculs en lançant le programme, et c'est bon, nous avons bien une segmentation fault sur 41, 42, 43, 44, soit ABCD. Il suffit alors de changer ABCD par l'adresse du début du buffer, car à l'adresse du début du buffer se trouve la suite d'instructions que nous avons prévues, le shellcode. Pour rappel, ce buffer se situe dans notre exemple à l'adresse ffffd170. Maintenant, nous exécutons le programme. Nous continuons sur les différents breakpoints que nous avons placés. J'ai rajouté un breakpoint qui n'est pas apparu à la vidéo au niveau du retour de la fonction vuln. Nous voilà sur cette instruction ret. L'instruction ret est en fait une sorte d'alias pour l'instruction pop EIP. Pop EIP, qu'est-ce que ça va faire? Ça va prendre l'argument qui est sur la pile et le mettre dans EIP. EIP étant le instruction pointer, l'instruction suivante qui va être exécutée sera l'instruction qui est dans le registre EIP. Comme nous avons écrasé cette sauvegarde de EIP avec l'adresse du début de buffer, c'est-à-dire ffffd170, nous devrions, à la suite de ce ret, atterrir sur la chaîne d'instructions que nous avons prévue. Chaîne d'instructions qui ressemble à ceci. Maintenant, comme nous exécutons notre ret, nous allons bien être redirigés dans notre shellcode qui exécute le nouveau programme bin dash. Exécutons alors cette vulnérabilité hors GDB. Appelons alors ce programme par son chemin absolu avec l'argument que nous avons forgé. Pourquoi nous l'appelons par son chemin absolu? Vous avez le détail dans le blog, mais grosso modo, c'est pour pouvoir avoir le même contexte, sachant que le nom du programme est contenu dans argv0 et que argv0 se trouve en amont sur la pile, nous ne voulons pas décaler la pile, donc les adresses que nous avons préparées. GDB appelle le programme via son chemin absolu, donc nous, on fait pareil. Et voilà, nous avons bien popé un shell, alors que le binaire n'était pas du tout prévu pour ça à l'origine. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.